Depuis toujours, Disneyland Paris n'a jamais cessé de faire parler de lui, en bien comme en mal. Depuis son ouverture en 1992, le parc attire toujours les visiteurs et attire toujours les critiques comme les compliments. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons parler un peu des fails et des grands succès de Disneyland Paris, et nous allons commencer aujourd'hui par l'un des piliers de Disneyland Paris, Space Mountain. Ou plutôt devrais-je dire Space Mountain Mission 2. Ou plutôt devrais-je dire Hyper Space Mountain. C'est parti. Ouvert en 1995, Space Mountain est une des attractions qui a pris un petit peu de retard sur l'ouverture du parc, qui lui a ouvert en 1992, puisque l'envergure de l'attraction a nécessité beaucoup plus de temps pour sa construction. L'attraction a donc ouvert avec un petit peu de retard. Ils ont donc fait une petite cérémonie pour l'ouverture de cette attraction, avec des chanteurs d'opéra, des grands réalisateurs, tout un spectacle de pyrotechnie et même un concert d'Elton John au Newport Bay Club qui a rassemblé près de 40 000 personnes pour l'occasion. À son ouverture, l'attraction voulait vraiment montrer une vision du futur que Disneyland Paris voulait proposer à ses visiteurs, une vision qui se rapprochait énormément de celle de Jules Verne, d'où le nom de l'attraction, Space Mountain, de la Terre à la Lune, rappelant ainsi le nom du roman éponyme de Jules Verne, de la Terre à la Lune, et renforçant l'univers Jules Verne au sein de Discoveryland, qui est un land axé essentiellement autour de l'univers steampunk et autour de la vision d'avenir que nous proposait Jules Verne, avec notamment le Nautilus, également Hyperion et maintenant Space Mountain, de la Terre à la Lune. Pour son ouverture en 1995, l'attraction proposait donc aux visiteurs un voyage jusqu'à la Lune, une véritable épopée de l'espace, nous projetant à travers un canon jusque dans l'espace. Il faut savoir qu'à l'origine, les visiteurs étaient projetés à partir à peu près du milieu du canon, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ça a son importance, on en parlera par la suite. L'attraction projette donc les visiteurs à plus de 110 km/h en à peine quelques secondes. Les visiteurs vont ensuite enchaîner des vrilles et des loopings à travers l'espace pour au final revenir à bon port et retourner dans leur parc favori. Space Mountain est l'une des attractions phares de Disneyland Paris, puisqu'à elle tout seule, elle définit tout un land. Si l'on regarde bien, tout le land gravite autour de cette attraction principale. Et donc lorsque Disneyland Paris fait le choix de modifier cette attraction, il fait en réalité le choix de modifier l'ensemble de la vision de ce land. Je vous dis toutes ces anecdotes puisque ça a son importance. En effet, beaucoup d'entre vous connaissent cette attraction sous le nom de Space Mountain Mission 2. Mais très peu se sont posé la question, est-ce qu'il y avait une Mission 1 ? Je viens de vous en parler à l'instant de cette mission 1. Nous allons donc faire un bond dans le temps en 2005. En 2005, Space Mountain devient donc Space Mountain Mission 2. Il s'agit donc de tout un plan de réhabilitation de l'attraction, lui donnant une petite mise à jour, un petit coup de peinture pour la rendre un peu plus fraîche. En effet, en 2005, l'attraction réouvre sous le nom de Space Mountain Mission 2 après 3 mois de remise à niveau ou mise à jour. Au final, quelques coups de pinceau, une musique qui a été changée en moins bien. En effet, pour Space Mountain Mission 1, de la Terre à la Lune, il y avait une musique un petit peu classique, un petit côté orchestre, qui maintenant, avec le Mission 2, est passé vers une musique futuristique, électro, un peu particulière. Je vous mets un exemple de la première version, et de la deuxième version. C'est à voir si on a les droits et si on se passe avec la vidéo. Sinon, je mettrai dans la description des liens qui mènent vers ces musiques. Pour ce qui est des modifications, pas grand chose, la devanture change pour s'appeler donc Mission 2, et les visiteurs sont maintenant projetés à la base du canon, permettant ainsi d'avoir beaucoup plus de sensations, mais ne changeant pas le tracé et ne changeant pas vraiment grand chose à l'attraction. Il y a une nouvelle histoire, cette fois-ci les visiteurs ne vont plus jusqu'à la Lune, mais ils la dépassent et vont jusqu'aux confins de la galaxie pour observer une supernova qui est sur le point d'exploser. C'est l'un des premiers pas vers les changements de Discoveryland. En effet, comme je vous l'ai dit, tout le land gravite autour de Space Mountain, et il faut savoir qu'en 2005, il y a une mise à jour de Space Mountain, mais en 2006, il y a quelque chose de bien plus important. La fin du Visionarium et le début de Buzz Lightyear. Une attraction qui est très appréciée par les visiteurs, mais cela marque clairement l'envie de Disneyland Paris de supprimer l'univers Jules Verne pour passer à des licences bien plus connues du public, retirant ainsi la majeure partie de son âme à ce land qui est pourtant tellement apprécié des fans encore aujourd'hui. En renommant l'attraction, Disneyland Paris a donc voulu donner l'impression que tout le land était mis à jour et que Buzz Lightyear n'était qu'un mal nécessaire, mais par contre que Space Mountain Mission 2 était une réhabilitation nécessaire pour le bon fonctionnement de l'attraction, mais en réalité en changeant son nom, Disneyland Paris a déjà fait un pas en avant vers les modifications de Discoveryland. Et ce pas va être enchaîné par de nombreux autres pas avec l'arrivée en 2017 d'Hyper Space Mountain. Comme je vous l'ai dit, ces vidéos n'ont pas pour but juste de parler de l'histoire d'une attraction, mais vraiment de décrire les échecs et les grandes réussites de Disneyland Paris. Et là, nous arrivons au centre des deux avec l'arrivée d'Hyper Space Mountain. Jusque maintenant, l'attraction avait principalement été réhabilitée, mise à jour. On pouvait observer certaines améliorations, notamment au niveau des sensations. Mais cette fois-ci, en 2017, Disneyland Paris réouvre l'attraction après quelques mois de rénovation sous le nom d'Hyper Space Mountain, rethématisé autour de l'univers de Star Wars. Nous avons donc dans ce land
du Buzz l'éclair, du Jules Verne et une grosse partie Star Wars, avec notamment la mise à jour de Star Tour qui a eu lieu, je vous le rappelle, la même année en 2017. Il y a donc Star Tour qui réouvre avec une nouvelle version, plus Hyperspace Mountain qui arrive dans le land. Et là, les visiteurs sont forcés de constater que Disney veut vraiment forcer le trait sur du Star Wars et arrêter avec les franchises qui sont un peu moins connues, comme par exemple l'univers de Jules Verne. Cela a pour but de rationaliser bien l'univers de Disney. Disney veut vraiment marquer que Disney, c'est les princesses, les histoires originales, Marvel et Star Wars. Et ils veulent vraiment montrer que ça se limite à ça et qu'ils ne souhaitent pas déborder sur autre chose. On peut l'observer notamment dans les parcs américains, avec les réhabilitations notamment des Tours de la Terreur qui deviennent petit à petit Gardiens de la Galaxie. C'était également dans ce but-là de montrer que bien, il y a des franchises qui appartiennent à Disney, mais à Disneyland, on parle de ça, de ça, de ça et de ça, et de rien d'autre. Heureusement, à Disneyland Paris, nous échappons, pour l'instant, à une réhabilitation de notre Tour de la Terreur. Pour revenir sur Space Mountain, il existe d'autres versions à travers le monde qui, elles, n'ont pas été rethématisées autour de Star Wars. Heureusement, nous avons la version la plus jolie, la plus colorée qui existe, et également la plus agréable, puisque les versions des parcs américaines sont un petit peu plus dures, hein. On sent que l'attraction est plus vieille et plus rigide. Nous avons une version qui est encore tout à fait acceptable, tout à fait jolie. Mine de rien, cette réhabilitation nous a ramené une nouvelle devanture des plus superbes et également quelques petites décorations à l'intérieur, notamment dans la file d'attente où nous avons l'arrivée maintenant des petits vaisseaux, des petites pancartes. Si vous voulez mon avis perso, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui a été fait à l'imprimante 2 jours avant l'ouverture pour faire des petits clins d'œil aux visiteurs, leur dire « Hey, regardez, c'est Star Wars !» Puisque en dehors de la devanture, rien ne rappelle Star Wars. La tête du canon rappelle tout sauf Star Wars, ce n'est pas vraiment l'univers futuriste qui est montré dans les films. Par contre, la zone de lancement, elle a été entièrement rethématisée sur le thème de Star Wars, et je dois avouer que c'est vraiment bien fait. Même les vaisseaux dans lesquels les visiteurs embarquent ont été rénovés avec de nouveaux harnais qui sont vraiment agréables, et il y a quelque chose que je ne peux pas retirer à l'attraction, lorsque l'on embarque, que l'on met le harnais, et que le thème principal de Star Wars se lance, cela fait vraiment quelque chose au cœur, et cela nous donne vraiment l'impression de rentrer dans une nouvelle dimension, un nouvel univers, et c'est vraiment quelque chose qui a été réussi selon moi. Mais une fois le lancement passé, eh bien on retrouve notre ancien Space Mountain avec des petits clins d'œil à du Star Wars, et on a vraiment l'impression que c'est patchwork, que c'est travaillé un peu bricolé, et ça ne donne pas l'impression d'une attraction vraiment finie. Au final, dans Discoveryland, tout ce qu'il reste des vestiges de l'ouverture, ce sont Hyperion, le Nautilus et Autopia. Selon vous, il s'agit donc vraiment d'un échec en cette mise à jour d'Hyperspace Mountain, ou bien alors d'un pas en avant qui va nous mener vraiment vers un land complet Star Wars, bien que l'on sait déjà que un land Star Wars est prévu pour les Walt Disney Studios. Que va choisir Disney? Vont-ils privilégier les studios? Vont-ils privilégier le parc principal? Va-t-on retrouver notre Space Mountain? En effet, la mise à jour d'Hyperspace Mountain a été annoncée bien avant la mise à jour des Walt Disney Studios, et nous ne sommes pas à l'abri que tout cet univers Star Wars soit transporté au Walt Disney Studios et que nous retrouvons petit à petit tout notre univers Jules Verne, puisqu'au final, il n'y a qu'à remplacer la devanture et nous retrouvons notre attraction que nous aimons tous. Certains verront ça comme un énorme fail, les fans de Star Wars verront ça comme un grand succès. Moi, je pense qu'il ne s'agit qu'une question de point de vue. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle série de vidéos, j'espère vraiment qu'elle vous a intéressé. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une nouvelle série qu'on essaye de lancer sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas c'est une nouvelle série de vidéos qu'on va essayer d'amener semaine après semaine, en étudiant à chaque fois de nouveaux points, en voyant si c'est des réussites ou des échecs. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans les commentaires, tout ce qu'on veut c'est s'améliorer, et sans vos remarques on ne peut pas y arriver. N'hésitez vraiment pas à nous dire également des points que vous voulez qu'on aborde par la suite, et à nous suivre sur nos différents réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'était Rem pour DLP Next, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et pour de nouvelles vidéos. Ciao!